Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, je vous partage un épisode que j'ai enregistré avec Sahar, une femme que j'aime beaucoup et que je suis sur les réseaux. J'ai eu d'ailleurs l'honneur d'être invitée par elle-même lors de son sommet autour du féminin. Et je suis très heureuse de pouvoir l'accueillir et lui permettre de faire entendre sa voix dans cet épisode de podcast. Sahar, c'est aussi une des femmes qui intervient dans l'initiation héritage et qui propose un atelier bonus autour des mémoires du féminin et des mémoires de l'utérus. Donc je vous laisse découvrir cet échange qu'on a eu toutes les deux et je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue Sahar et merci d'avoir accepté mon invitation à venir discuter avec moi sur cet épisode du podcast La Maison 4. Je suis contente de t'avoir Bon- ici. Bonjour Stéphanie, merci. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Merci pour ton invitation. Sur Instagram, tu te définis en tant qu'éducatrice holistique au cycle menstruel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et nous expliquer un petit peu du coup ce que tu proposes aujourd'hui, la façon dont tu accompagnes? Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Sahar, j'ai 34 ans. Aujourd'hui, j'habite en Angleterre, mais je suis de Strasbourg de base. Et j'ai commencé, on va dire, mon initiation en tant qu'éducatrice holistique, le cycle menstruel, il y a 5 ans à peu près. Mhm. Donc, j'ai eu un bon bout de chemin, on va dire. J'ai commencé mon initiation plutôt, j'étais axée sur l'enfant et puis ensuite sur la grossesse. Et de Mhm. fil en aiguille, je suis retournée à la source qui est finalement notre utérus. Et Mhm. ça me parlait parce que j'ai toujours eu des problèmes gynécologiques et des règles douloureuses. Et ça me parlait d'accompagner les femmes, d'accompagner les femmes et de leur partager également mon expérience. Donc aujourd'hui, ma mission principale, c'est vraiment d'éduquer les femmes et les jeunes filles par rapport à leur cycle, leur corps, qu'elles comprennent tout simplement, en fait, qu'est-ce que l'utérus, quelle est sa fonction énergétique, mais aussi physique. Donc Mhm. pas forcément l'utérus qui n'est pas juste l'organe reproducteur, parce que, Ouais. j'estime qu'en fait c'est un droit, cette éducation menstruelle et on en a Mhm. été privés malheureusement. Et surtout, de cet aspect, on va dire, émotionnel, spirituel et énergétique qui a Mhm. complètement été, mis de Ouais. côté. Et beaucoup d'entre nous, enfin, je vais dire, je pense 99 vraiment des Mhm. femmes, en tout cas, et des jeunes filles n'ont pas connaissance. Donc ma mission principale, c'est vraiment de les éduquer par rapport à ça, d'élever les consciences. Et dans un deuxième temps, bien évidemment, je propose des accompagnements personnalisés à chacune, pardon. Et tout dépend. Je J'accompagne des femmes qui ont des problèmes au niveau de la fertilité, Mhm. des femmes qui rencontrent, des problèmes au niveau, des règles tout simplement, douloureuses, par Mhm. exemple, et qui ne comprennent pas d'où ça vient. Et une nouvelle chose que j'ai apportée, c'est aussi l'accompagnement, des mamans avec leurs filles pour ce rite de Mhm. passage, pour connaître, pour comprendre ce qu'est les menstrues. Voilà. Donc Mhm. vraiment là, j'ai vraiment résumé, petit peu ce que je fais, mais vraiment, on va dire la mission principale, c'est vraiment d'éduquer, vraiment. Magnifique, c'est tellement important. Je fais Oui, partie des 99% de femmes qui n'ont pas été éduquées et qui, l'utérus, à part avoir un bébé, tu vois, à quoi ça sert? voilà, On ne sait pas trop. c'est ça, Donc, exactement. merci, merci de faire ça, du coup. Il y a une question par laquelle j'aime bien commencer quand j'ai des invités dans ce podcast, Mmh. puisqu'on est sur un podcast qui parle du transgénérationnel, c'est le fil rouge en tout cas. Oui. Euh, le terme de mémoire, au sens large, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Qu'est-ce que tu mets derrière ce terme-là de mémoire? Comment ça te parle? Alors en tout cas, mémoire, c'est un mot qui résonne énormément en moi, Mm. heu, parce qu'en fait, déjà la mémoire, alors là, je vais parler de quelque chose de personnel, mais c'est vrai que j'ai toujours eu une peur de perdre la mémoire et de cette Ok. peur de perdre la mémoire, en fait, j'ai toujours été dans cette optique de transmission. Mm. De toujours transmettre et de laisser une trace, voilà.
Donc pour moi, mémoire, en fait, c'est vraiment cette notion de transmission des histoires et pas seulement de nos ancêtres, en fait, bien évidemment nos ancêtres, mais quand je parle d'ancêtres, c'est pas forcément nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'est vraiment l'humanité, tu vois? C'est Mmh. vraiment cette notion de l'humain et voilà, c'est vraiment ça que ça reste enfin vraiment ça m'évoque ça. Le mot mémoire, ça m'évoque vraiment cette notion de transmission et d'histoire qu'on partage pour laisser une Mmh. trace. Mmh. Alors moi, j'ai tout de suite envie de rebondir aussi sur un post que tu as partagé il y a pas longtemps et qui évidemment m'a beaucoup parlé, où tu disais pourquoi se reconnecter à ses racines est essentiel, donc notamment autour de la guérison de l'utérus, la sagesse de l'utérus. Et tu te définis aussi, en tout cas ce que j'ai vu sur ton Instagram, comme gardienne des traditions perses. Donc c'est tes origines. Est-ce que tu peux nous Oui. en parler un peu plus du coup de pourquoi pour toi c'est important de se reconnecter à ses racines? Oui, bah, merci de me poser cette question. Alors c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais une de mes missions aussi, c'est via cette transmission, c'est d'aider les personnes à se reconnecter à leurs origines, à leur identité. Et Mmh. pour moi, c'est super important parce qu'à un moment de ma vie, j'ai été complètement déconnectée de mon identité et j'ai essayé de me chercher un peu dans d'autres cultures, dans d'autres types de pratiques et c'est Mmh. vrai qu'en fait, en étant perdue dans mon identité, je me suis rendu compte que ça avait énormément impacté ma santé gynécologique et Mmh. c'est lié, en fait, c'est totalement lié parce que l'utérus, symboliquement, c'est le centre énergétique de notre identité et Mmh. c'est un peu, c'est le centre où se cristallisent toutes les mémoires. Ouais. Donc c'est pourquoi j'invite les personnes à se reconnecter à leur histoire, à leur histoire, à leurs ancêtres, mais c'est tout simplement pour forger cette identité, pardon, donc se recréer cette identité que forcément, je pense que beaucoup d'entre nous, on peut se reconnaître là-dedans, avec tous les conditionnements de la société, on perd cette identité. À un moment Mmh. donné, quand on se cherche, on est perdu. C'est souvent Ouais. les termes que je retrouve quand je suis avec des femmes en accompagnement Mmh. et voilà, donc pour moi, en tout cas, c'est super important cette notion parce qu'encore une fois, c'est vraiment lié à notre utérus. Mmh. Oui, et puis le fait de trouver sa place ou de prendre sa place aussi dans le monde, effectivement. Enfin, moi, je dis souvent que Mmh. pour prendre sa place dans le monde, il faut aussi savoir d'où on vient. Et donc, Oui, cette idée de racines et de se reconnecter à son histoire, et notamment, voilà, son histoire familiale, ce qui a pu nous être légué par nos ancêtres, et les traditions aussi de la culture de laquelle on vient. Parce que toi, tu as grandi en oui. France, du coup? Effectivement, alors je suis issue d'une famille, d'immigrés, donc ma maman est venue d'Iran quand elle avait 17 ans en France et mon papa est venu d'Afghanistan quand il avait 23 ans, donc en Mmh. France. Donc effectivement, moi j'ai grandi en France, mon frère pareil. On a eu de la chance de toujours en fait, on a toujours baigné dans notre culture. Donc ça, c'est quelque chose que nos parents ont été très stricts là-dessus. Ils nous ont toujours transmis cette culture. C'est vrai que quand j'étais adolescente, par exemple, il y avait des moments où je rejetais cette culture, en fait. Je Mmh. rejetais parce que c'était méconnu, puis on avait d'autres traditions. J'en parlais justement en début d'année. Nous, par exemple, on célèbre pas le nouvel an là au mois de décembre, on le célèbre au mois de mars, tout Mmh. simplement parce qu'on célèbre les saisons et en fait, j'ai Mmh. toujours été un peu je me sentais en décalage, comme si on se moquait de moi et en fait, Ouais. bah, tout ça a contribué au fait que avec mon frère, pareil, en fait, on n'osait pas dire qu'on était, voilà, perse, quoi. Bon, moi, je dis perse parce que c'est plus facile, parce que si je dis, bon, iranienne, puis afghane, ça peut voilà, de toute façon, c'est la culture perse. Donc voilà, des fois, on le cachait. Donc on le cachait parce que, ça rentrait pas dans les cases Mmh. et aujourd'hui, en fait, ben, il y avait une part de moi qui était super fière, mais elle restait, en fait, cachée à la maison, dans le foyer, Mmh. tu vois? Ouais. Et quand je partais en Iran, par exemple, ben je passais tellement de bons moments que je pouvais même pas partager quand je revenais avec les camarades parce qu'il y avait toujours ces stéréotypes: «Ah bon, en Iran, c'est comme ça?» Donc tu Mmh. vois, c'est ça aussi un petit peu le problème, c'est que quand on vient d'un pays méconnu aussi, Ouais. avec tout ce qui se passe dans les médias, bah, forcément, tu as pas une bonne image et puis, bah, quand tu es adolescente, forcément, tu cherches la validité des autres, Mmh. tu vois? Il y a tout ça aussi, donc c'est le système finalement Mmh. et voilà, donc il y avait une grosse part de moi qui était vraiment,
je disais toujours: «Je suis un peu, schizo», enfin, j'ai tu sais, une double personnalité, celle à la Sarah à la maison et du coup Sahar dehors, tu vois? Mais aujourd'hui, Ouais, pour moi, c'est super important de transmettre ma culture parce qu'elle est tellement riche et elle est tellement guérisseuse aussi parce qu'on a tellement de choses et ma grand-mère, elle m'a transmis le savoir des plantes, iraniennes et tout ça et je me dis: «Mais en fait, pourquoi le gaspiller, quoi?» Donc voilà. ouais. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu partages et c'est vrai que moi j'ai souvent remarqué justement dans des personnes que j'ai pu accompagner, voilà, dont les parents viennent d'un autre pays ou les grands-parents, parfois c'est à la génération des grands-parents. Il y a alors déjà, je trouve ça chouette que ça se soit transmis parce qu'il y a aussi des familles dans lesquelles on va pas en parler, par exemple, de la culture d'origine parce que c'est trop souffrant d'avoir quitté le pays. Tu vois, moi, j'ai eu des personnes que j'ai accompagnées et qui m'ont dit, bah, je connais pas du tout la langue maternelle de mes parents. On n'en parlait pas. Il fallait surtout pas en parler parce que ça rendait triste, en fait, de plus être dans le pays. Donc déjà, c'est chouette que ça puisse se transmettre. Mais après, c'est vrai que parfois, il y a une difficulté aussi à concilier voilà, il faut s'intégrer, entre guillemets, tu vois, dans la Mmh. culture du coup du pays qui nous accueille. Et donc, comment je concilie les deux? Comment j'arrive à garder ben, voilà, ma culture, tout ce dont je suis fière et tout ce qui m'est transmis. Et en même temps, je dois m'intégrer dans une autre culture. Donc, c'est vrai que pour les descendants de ceux qui arrivent en France ou en tout cas dans un nouveau pays, ben, parfois c'est compliqué de concilier les deux, effectivement, et de faire de la place aux deux. Et c'est souvent ouais, à l'âge adulte qu'on va se dire, bon, bah, maintenant, j'ai pas à choisir, en fait. J'ai pas à Mmh. choisir entre les deux. Et justement, c'est tout cet héritage-là qui fait partie de moi et qui fait la richesse aussi de ce que je Mmh. suis, Totalement et si je peux me permettre, je vais juste rebondir rapidement sur quelque chose que tu as bien dit. sûr. Je pense que le premier pas vers cette transmission et le fait de toujours garder en tout cas un lien avec son identité, c'est la langue. Parce que, Mmh. j'ai eu de la chance justement que mes parents m'ont toujours parlé en persan et je connais beaucoup, beaucoup d'autres personnes, d'origine iranienne ou afghane qui ont, comme moi, grandi en France, mais qui ne parlent pas la langue et Mmh. déjà, en fait, le fait d'être lié par la langue, c'est un grand pas Ouais. et bon, en tout cas, je serai toujours reconnaissante envers mes parents pour ça. La langue, c'est super important. Mmh. Ouais, merci de ce partage. Comment est-ce que tu as pris conscience de l'impact que pouvaient avoir peut-être certaines mémoires familiales, justement? Alors peut-être sur toi, Mmh. sur ton propre chemin ou de manière générale, ou peut-être avec des personnes que tu as accompagnées. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de nous partager, peut-être sur tes prises de conscience à toi et ton chemin personnel? Alors, j'en ai eu plusieurs des prises de conscience par rapport à l'impact, de ces on va dire de ces traumas qui nous ont été, hérités. Je vais dire que la première prise de conscience, c'était par rapport à ma maman. Voilà, mes parents ont divorcé et toute ma jeunesse, ma maman me disait: «Les hommes sont mauvais. Les hommes sont Hmm. mauvais, les hommes sont mauvais». Donc j'ai forcément grandi avec cette phrase en tête, ce Cette conditionnement, croyance. voilà, Hmm. cette croyance en tête et au fur et à mesure, en fait, quand j'ai grandi et tout et voilà, j'avais toujours une relation très compliquée, j'étais toujours sur la défensive avec les hommes et un jour, je me suis posé la question: «Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est parce qu'on m'a dit, en fait?» Hmm. Hmm. et donc ça, c'était la première prise de conscience et c'est là où je me suis rendu compte aussi de voilà, de l'importance du cadre de la famille, Hmm. les choses qui se racontent. Par la suite, par rapport à mon expérience, on va dire, plutôt, au sein de mes formations, là où je me suis justement spécialisée en tant qu'éducatrice, cycle menstruel, là, j'ai vraiment, vraiment compris parce que, on va dire la première prise de conscience, c'était juste une question que je m'étais posée, j'avais pas cherché plus loin Hmm. Ouais. parce que je ne pensais pas voilà, je pensais que, voilà, c'était juste une idée qui m'était venue en tête. Mais là où j'ai vraiment compris qu'il y avait des choses qui pouvaient se transmettre, c'était lors, de ma formation et justement, ben, là, j'ai vraiment compris que les choses se transmettent via la grand-mère, via la maman. Enfin, Hmm. vraiment, c'est là où j'ai vraiment compris parce que de notre, de notre formation, en tout cas et ce que je transmets aujourd'hui aussi, c'est qu'on Hmm. est déjà et je pense qu'on a déjà vu cette image circuler sur les réseaux, on est dans le ventre de notre grand-mère. Ouais. Donc pourquoi? Donc il y a pas qu'une signification, on va dire, énergétique, il y a aussi une signification scientifique Hmm. et j'aime Biologique, bien ouais. aussi apporter même dans mon approche, dans tous les cas, je combine les 2 en tout cas.
j'aime bien combiner cette approche, voilà, scientifique pour que les personnes comprennent. C'est tout simplement que le fœtus féminin, quand il est déjà dans le ventre de la maman, à partir de la 6e semaine, on a les ovules qui commencent à se développer. Donc au bout Mmh. de la 3e au bout du 3e mois, pardon, de grossesse, le fœtus féminin a déjà tous les ovules Mmh. qu'elle aura, tout au long de sa vie. Donc ça Ouais. veut dire que, ben, on est déjà dans le ventre de notre maman quand elle est dans le ventre de sa grand-mère. Mmh. Donc et là, j'ai compris que même au niveau enfin, tout ce que la grand-mère, elle peut vivre et on sait bien évidemment qu'il y a un lien entre le système nerveux et justement le système endocrinien et du coup qui est lié à tout ce qui est sphère gynécologique. Si elle ressent des émotions qu'elle va refouler, si elle ressent des choses négatives, bah, Mmh. ça va se concentrer au niveau de l'utérus, elle va le transmettre et voilà. Donc déjà là, j'ai compris vraiment et Ouais. je suis revenue à ma première prise de conscience. Je fais: «Ah, alors je vais creuser». Mmh. Donc voilà un petit peu le chemin, mon chemin en tout cas personnel. Ouais, merci de rappeler ça parce que c'est vrai que parfois, quand on pense au transgénérationnel, on voit ça comme un truc, tu sais, un peu perché de, bah Mmh. voilà, c'est juste entre guillemets des croyances spirituelles. Alors, c'est vrai que Oui. pour certaines cultures, c'est des croyances qui sont très présentes et les Mmh. ancêtres sont très présents, ce qui n'est pas forcément le cas dans la culture occidentale et française, même, j'ai envie de dire. Mais Mmh. bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi ben, justement la science et la biologie qui nous Mmh. amènent aussi cette autre vision-là. Comme tu dis, là, ce que tu partageais, il y a aussi l'épigénétique aujourd'hui qui nous montre que l'expression des gènes, elle peut être modifiée en fonction de ce qui a été vécu et que du coup, ça peut rendre certains d'entre nous plus sensibles, par exemple, au stress, etc. Donc, on commence à avancer, en fait, et à sortir de simplement des croyances, mais Mmh. d'aller de plus en plus vers quelque chose de démontré et qui, du coup, Mmh. va parler aussi plus à certaines personnes qui ont besoin peut-être d'un côté plus cartésien, plus scientifique, Mmh. etc. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir aussi cette vision-là. Donc, merci Oui. de nous la partager. Et du coup, toi, dans tes accompagnements, dans la façon dont tu accompagnes, bah, j'imagine que tu prends en considération du coup aussi ces mémoires-là Mmh. qui peuvent se transmettre. Comment tu accompagnes sur ce sujet et est-ce que tu as envie de nous partager peut-être voilà, un accompagnement ou une thématique que tu pu avoir à ce niveau-là et dans laquelle voilà, l'impact des mémoires familiales était important? Dans mon accompagnement, par rapport au transgénérationnel, ce qui est important, bien évidemment, on le but, c'est toujours de se reconnecter à son utérus. Donc se reconnecter à son utérus et accepter son cycle. Déjà, accepter le fait qu'une femme est cyclique. Déjà ça, c'est la Oui, on va dire déjà, la c'est la base. premise, c'est la base et quand du coup, on est dans cette étape d'acceptation qu'on est cyclique, là, justement, il y a un gros travail à faire sur les croyances limitantes. Mm, C'est quoi les croyances limitantes? C'est les choses qu'on nous a appris par rapport à notre cycle. mm, Ah, les règles, c'est dégueulasse. mm. Ah, mais c'est la honte, va te cacher. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses et toutes Ouais. ces histoires-là, pour moi, font partie aussi un petit peu de alors peut-être le transgénérationnel, je sais pas si c'est le bon terme à utiliser, mais en tout cas, ça fait partie. Ça fait partie. C'est la première étape par laquelle je commence, en tout cas. Oui, la façon dont on a été éduqué en fait là-dessus, Voilà, ce qu'on nous a dit autour de nos règles et de la nature cyclique des femmes, ou de ce qu'on nous a pas dit voilà, justement. voilà, c'est ça exactement. Donc déjà donc ça fait partie de la première étape. Ça fait partie de la Mhm. première étape et ensuite, pour l'étape d'après, c'est guérir et renouer ce lien et accepter que peut-être, OK, c'est pas grave si ma maman n'a pas pu, tu vois, vraiment m'accompagner parce qu'elle ne savait pas, en fait, elle aussi. Mm. Tu Mhm. vois? Vraiment accepter ça, pardonner dans un Ouais. sens et du coup, ce que j'invite à faire, c'est faire une lettre. Alors déjà alors remémorer déjà ses premières menstrues, tu vois? Mhm. Et ce travail de se remémorer comment on a vécu nos premières menstrues, c'est hyper important parce que pour la plupart d'entre nous, c'était assez, alors pour certaines, c'était traumatisant parce qu'elles Mm. savaient pas ce qui leur arrivait, clairement. Elles étaient Ouais, pas du c'est tout clair. préparées. Pour certaines, c'était, des réflexions du style,
Ah bah, bienvenue au club, maintenant tu es une femme, donc ça veut dire en gros, tu es une femme, tu vas souffrir, tu vois? Mmh, mmh. Donc déjà, quand tu te remémores l'histoire de tes premiers menstrues, tu comprends parce que en fait, c'est la réaction que tu as eue même des fois des autres qui t'ont conditionné Ouais, à ton rapport par rapport à ton corps, tu vois? clairement. Et donc il y a un gros travail à faire là-dessus parce qu'il y a des moments où même moi, hein, quand j'ai fait ce travail sur moi, bien évidemment, j'ai été émue, tu vois? Et je me rends compte à quel point c'est important. On sous-estime, en fait, cette importance et c'est très important de se remémorer l'histoire de nos premiers menstrues. Donc il y a Ouais. ça aussi, de refaire la paix avec, voilà, ce que nos mamans ont pu dire, mais tu vois, en toute pas dans la méchanceté, c'était innocent, c'était parce qu'elles ne le savaient pas. Et ensuite, plus tard, hein, dans une deuxième partie, c'est aussi, aller plus loin, connaître un peu l'histoire de notre grand-mère, mais que ce soit côté maternel ou paternel, parce que c'est des 2 Oui. côtés. Mmh. Donc connaître un peu l'histoire de nos grands-mamans, voilà et de faire une lettre à nos ancêtres, ce qu'on a envie de leur dire, tu vois? Ce qu'on a connu, ce qu'on n'a pas connu. Donc vraiment alors je vais pas vraiment faire un travail très en profondeur dans le transgénérationnel, mais en tout cas, c'est une partie que je fais et que en tout cas pour c'est super important d'apporter la conscience dessus. Donc Mmh. voilà. Ouais, et d'honorer aussi nos ancêtres à la fois pour ce qu'ils nous ont transmis et pour Oui, ce qu'ils n'ont pas transmis parce qu'ils savaient pas eux-mêmes ou qu'ils avaient oui, pas non plus les ressources pour nous transmettre, des informations, de l'éducation là-dessus, oui, par exemple. oui, oui, Mmh. clairement, clairement. Est-ce que tu as déjà observé, par exemple, dans des accompagnements, des difficultés ou des douleurs ou des blocages, justement au niveau de l'utérus? C'est des choses qui peuvent se manifester sur plusieurs générations? Ça t'est déjà arrivé d'avoir des Oui. personnes, Mmh. Oui, oui, clairement, clairement. Alors souvent, alors les douleurs, en tout cas les symptômes, je dirais, sont pas les mêmes. Par Mmh mh. exemple, si une maman a fait des fausses couches Mmh. et que, la fille, elle peut avoir, par exemple, c'est une de ses filles peut avoir l'endométriose, par exemple. Mais c'est très Mmh. aléatoire. En fait, c'est pas parce que ma maman a fait plusieurs fausses couches que je vais en faire aussi, tu vois? Oui, il y a pas de vérité là-dedans, Voilà, c'est effectivement. ça, en fait. Mais quand tu creuses un peu, tu vois toujours qu'il y a quelque chose derrière. Il y a toujours une histoire, en fait. Il y a toujours, Mmh. quelque chose qui a déclenché. Bah, pour te donner un exemple, j'avais, une personne que j'accompagnais il y a pas longtemps et elle avait un problème avec ses rapports, on va dire, avec l'homme en particulier. Mmh. Même si l'homme la mettait en sécurité, elle se sentait en insécurité. Mmh. Mmh. Et le fait de se sentir en insécurité, bah, elle avait des règles hyper, hyper douloureuses depuis l'adolescence, tu vois? Ouais. Et en fait, donc d'abord on a essayé de voir au niveau, voilà, de sa on va dire plan physique, tu vois? Mais plus on creusait dans le côté émotionnel, je lui ai dit: «Mais est-ce que tu connais l'histoire de ta maman? Quel était son rapport avec les hommes? Quelle est l'histoire de ta grand-mère?» Et elle me disait: «Ben non, pas vraiment en fait, je connais pas». Mmh. Et un autre jour, elle est revenue, elle m'a dit: «Mais tu sais, j'ai l'impression que cette insécurité, elle ne m'appartient pas. Mmh. Je porte quelque chose de lourd» Ouais. et là, c'est là qu'elle a dit: «Mais je pense que je vais aller vraiment creuser» et en fait, elle a vraiment creusé. Elle a cherché au niveau de sa mère, au niveau de sa grand-mère et elle a compris que cette insécurité qu'elle sentait par rapport aux hommes, c'est parce que sa grand-mère à elle, elle était avec un homme qui l'avait mis en insécurité à force de déménager à chaque fois et Mmh. donc du coup, elle ne retrouvait jamais son foyer, tu Mmh. vois? Et le fait de ne pas retrouver son foyer stable, l'a mise en insécurité et ce qui fait que la personne en question, bah, du coup, la personne que j'accompagnais, elle se sentait en insécurité aussi. Je Mmh. trouvais ça hyper puissant, en fait. Ouais, c'est hyper fort de voir comment ça peut se manifester effectivement et du coup, je trouve que ça reboucle avec ce qu'on disait au début, tu vois? Sur les racines, sur trouver sa place. Enfin, Oui, voilà, ouais, le foyer du coup qui bouge tout le temps. Le foyer, c'est une forme de sécurité, d'ancrage en fait et donc clairement, quand cet clairement. ancrage est pas là aussi, Mmh. ben, du coup, ça peut avoir des répercussions, en tout cas, là, en l'occurrence, sur les cycles et puis Oui. sur l'intimité, et cetera. C'est hyper intéressant de voir ça. Totalement, totalement. Et tu parlais tout à l'heure de ce qui t'a été transmis aussi, par les femmes, de ta lignée. Tu parlais des plantes, tout à Mmh l'heure. mh. Mmh. Comment tu prends soin justement aujourd'hui des mémoires aussi, heu, comment dire?
du côté positif en fait de ce qui a été transmis, parce que c'est vrai que dans le transgénérationnel, on parle souvent, tu vois, des trucs un peu lourds, des bagages, des Oui, traumas, enfin de tout ça. oui. Mais on oublie que nos ancêtres, ils nous transmettent aussi des dons, des qualités, des sensibilités, etc. Donc comment toi, tu prends soin de ça aujourd'hui et de ce qui t'a été transmis par tes ancêtres? Oui, merci de nous rappeler ça justement parce que c'est super important de se rendre compte aussi qu'il y a pas que le côté négatif comme Mm. tu as dit, il y a pas que les traumas et justement on a aussi les dons et les dons, faut aussi savoir les reconnaître, tu vois? Ouais, ouais. Faut savoir les reconnaître, faut savoir, des fois c'est juste devant nos yeux mais on passe à côté. Mm. Et donc pour répondre à ta question, alors moi déjà dans ma pratique, quand j'accompagne les femmes, alors c'est vrai que je suis spécialisée en Ayurveda Oui. principalement, c'est là où j'ai vraiment fait des études en Ayurveda, il y a les plantes qui sont totalement différentes. Mais par rapport à mon propre savoir inné transmis par mes ancêtres, je propose aussi les plantes et les herbes perses du coup. Donc déjà, parce qu'en fait, pour moi, c'est important parce que je résonne aussi plus avec ces plantes-là, tu vois? Et j'ai vu les bienfaits, je les connais, je les maîtrise vraiment très bien. Donc déjà comme ça, pour moi, c'est super important de les transmettre de cette manière parce que Mm. je partage, tu vois? Et les personnes qui ne connaissent pas parce que c'est vrai que finalement, la médecine perse, les plantes perses sont méconnues un petit peu. On entend souvent les mêmes plantes qui reviennent. Mm. Mais moi, j'avais aussi cette envie de comment on appelle ça? Une petite révolte en moi qui me disait: «Non, mais nous aussi on a», tu vois? Ouais, c'est vrai. Et du coup, transmettre comme ça et de faire connaître aux gens, donc via mes accompagnements, Ouais, c'est une façon via d'honorer tes racines voilà, aussi. c'est ça et puis dans mon foyer, tout simplement. Mm. Comme moi, mon mari n'est pas d'origine iranienne ou voilà, il a pas d'origine perse, il est indien et en fait, pour lui, c'est tout nouveau aussi, par exemple, les herbes qu'on consomme et tout et il a pris goût. Donc le transmettre, tu vois, dans mon foyer, à mon mari, le transmettre aux femmes que j'accompagne et puis, via les réseaux aussi, à mon Mm. niveau, si je peux transmettre, les savoirs par rapport à ma culture, voilà. Et alors, c'est quoi ta plante perse préférée dont tu Ah! voudrais nous parler? Alors la plante perse préférée, alors c'est plutôt une fleur, je Ouais. dirais. C'est la ro alors c'est pas la même rose qu'on connaît, c'est la rose d'Ispahan. Je sais pas si ça te dit quelque Mm. chose? De nom, oui, mais je t'avoue que je vois pas trop s'il y a une différence ou pas, en fait. Alors on parle souvent de la rose, la rose de Jo non de Jordan, je sais plus. Mais en tout cas, c'est une rose qui est très différente. Elle est rose, mais très fuchsia, un peu violet Mm. Ok. et on appelle ça la rose d'Ispahan. Bon, elle a été malheureusement un petit peu commercialisée, tu vois? Mhm. Parce que, tu la retrouves dans les macarons, les choses un peu luxe. D'accord. Ouais. Mais la rose d'Ispahan, elle est justement, elle vient de ma ville, Ispahan, en Iran et elle a des vertus, elle est apaisante, tu vois? Et Mm. nous, par exemple, cette plante-là, cette fleur plutôt, on l'utilise pas, que par exemple, pour la beauté, tu vois? Parce que souvent tu vas trouver des crèmes ou des lotions Mm. voilà pour la peau. Mais nous, en fait, en infusion ou alors en brume pour, même, nettoyer l'énergie de la maison, tu vois? Donc la Mm. rose d'Ispahan pour moi, c'est vraiment, c'est ma fleur, quoi. Mm. Trop Voilà. chouette. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment t'accompagnes, du coup, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui et si tu as des projets aussi actuels ou à venir, si celles qui Oui. nous écoutent ont envie de découvrir ce que tu proposes et puis peut-être d'avancer avec toi. Oui, alors déjà, vous pouvez me trouver sur, Instagram, donc Ouais, sur je le mettrai compte je mettrai ton voilà, lien OK. en dessous, comme ça ce sera plus simple de te trouver directement. Ça marche, voilà, donc c'est Bloom with Sahar, c'est sur Instagram. Par rapport à mes accompagnements, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas très clair, en tout cas sur mon Instagram, mais les personnes peuvent me contacter en message privé, sachant qu'à partir du mois de mars, je vais lancer mon premier grand cours complet sur le Hmm. womb healing. Donc le womb healing, donc c'est vraiment la guérison de l'utérus. Donc ça va Hmm. être un cours complet, donc voilà, ça sera un cours où les personnes pourront le suivre de manière autonome, mais il y aura, 3 lives, hem, en présentiel pendant l'accompagnement, donc c'est sur 6 semaines.
Donc ce cours va arriver, mais en attendant, si les personnes souhaitent vraiment, déjà commencer et apprendre les bases, elles peuvent me contacter. J'ai oublié de le préciser aussi, j'ai un accompagnement où j'apprends vraiment les personnes à vivre avec leur cycle, où je leur apprends les différentes phases et comment adapter leur activité en fonction de leur cycle également. Donc ça, c'est quelque chose Mmh. de très important sur lequel j'ai commencé à travailler en fin d'année dernière et j'ai vu que ça a aidé beaucoup de femmes, surtout des entrepreneuses. Donc Ouais, pour ça aussi, j'accompagne également. Donc voilà, en tout cas, super. j'invite les personnes à m'envoyer un message privé ou alors à booker un call découverte. En tout cas, c'est sur mon Linktree, sur Instagram et puis le cours au mois de mars qui va arriver. Voilà. Super. Bah, moi, j'ai hâte, de découvrir ce cours en tout cas. Merci, Et j'ai hâte de finir de l'enregistrer et de le mettre en ligne. puis, ouais, c'est super aussi d'accompagner les entrepreneurs parce que c'est vrai que, on a cette chance en tant qu'entrepreneur de pouvoir aussi s'organiser selon notre rythme. Et du coup, c'est peut-être plus facile que quand on est dans une activité salariée où on peut pas forcément voilà, s'adapter à ces moments-là. Et c'est vrai que moi, j'essaye de plus en plus, justement, alors, je le fais pas forcément en amont, c'est comme ça que je devrais fonctionner, mais j'essaie de réajuster en tout cas les semaines où l'énergie, elle est un peu plus basse Mmh. quitte à déplacer des rendez-vous ou autre. Et c'est vrai que ça, c'est chouette d'avoir cette conscience-là et surtout de se l'autoriser. Et c'est peut-être Oui, le plus difficile, c'est peut-être pas d'avoir la conscience, c'est peut-être de se l'autoriser. Enfin, je sais pas toi oui, ce que t'en oui. penses, mais Oui, tu as bah, c'est ça en fait, ça fait un pas c'est parti ça fait partie du travail de déconditionnement aussi, hein, parce qu'on oui, nous a jamais appris à nous autoriser à fonctionner de la façon qu'on veut en fait, qui nous convienne tout ouais. simplement La à plus notre juste pour corps, nous, ouais. la Mm. plus juste pour nous et tout à justement et en fait, c'est pas ce que j'aime dire, c'est que c'est pas une nouvelle technique à la mode où il faut se prendre la tête, tu vois? C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça et comme tu l'as dit, on peut s'organiser en avance, il y a pas de souci. Bah, justement, quand on apprend vraiment à traquer notre cycle et qu'on est vraiment en Oui. phase avec, on Mm. anticipe au fur et à mesure et ça viendra pas tout de suite, en fait. Faut Mm. être patiente, ça viendra pas tout de suite, ça viendra au bout du deuxième, troisième cycle. C'est pas quelque chose qu'il faut s'imposer en mode, charge mentale et Oui. mais c'est possible et comme tu le disais, c'est vrai que c'est plus facile pour les entrepreneuses et étant donné que j'ai moi-même un pied encore dans le monde du travail, Heu, il y a quand même une possibilité d'adapter nos tâches, tu vois? Mhm. Donc Mm. ça m'a permis aussi de voir comment je peux accompagner les personnes qui sont aussi en entreprise. Donc Mm. c'est pour les 2 et c'est vrai que bon, après pour celles qui sont en entreprise, c'est un peu plus moins facile, et on va pas se le cacher, mais c'est possible, voilà. Ouais. Il y a un peu plus de challenge, mais c'est possible quand Voilà, même. c'est ça, c'est ça. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. C'était chouette. Je vous invite vraiment à découvrir ton travail, tout ce que tu proposes. Et puis, ouais, merci pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup Stéphanie, en tout cas j'ai adoré, partager avec toi. Merci aux personnes qui vont nous écouter. Et voilà, ravie d'échanger, encore plus, à d'autres occasions. Merci, Sarah. Merci.